On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais, ils nous menacent directement, ou des menaces voilées. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Loin d'un convoi présidentiel, c'est une véritable équipe de patrouille. Le capitaine Ibrahim Traoré est chef de mission. Nous sommes sur l'axe d'Edougou-Soulenzo dans la boucle de Mouhoun. Le temps pour cette démonstration de force envoie un message clair, celui d'un pouvoir déterminé à reprendre le contrôle, coûte que coûte. Président Ibrahim Traoré déploie plus de 400 blindés et mortiers contre les rebelles du Sahel et fait paniquer les puissances occidentales. Et si, en quelques heures seulement, l'équilibre militaire de toute une région basculait sans que personne ne s'y attende? Et si une décision prise dans l'ombre venait bouleverser les stratégies des plus grandes puissances mondiales depuis plusieurs jours? Un nom revient avec insistance dans toutes les discussions sécuritaires, dans les couloirs diplomatiques comme sur les réseaux sociaux. Celui du président Ibrahim Traoré. Une montée en puissance fulgurante, une démonstration de force qui intrigue autant qu'elle inquiète. Des colonnes de blindés aperçues à l'aube, des positions renforcées dans des zones sensibles, et surtout des signaux qui laissent penser qu'une opération d'une ampleur rarement vue est en cours. Ce qui se joue actuellement dépasse largement un simple affrontement local. C'est une redéfinition des rapports de force dans le Sahel, une nouvelle manière d'imposer son autorité face à des groupes rebelles qui jusque-là semblaient insaisissables. Mais ce qui surprend encore davantage, c'est la rapidité et la coordination de ce déploiement. Comment une telle mobilisation a-t-elle été possible en si peu de temps? Qui a réellement anticipé cette stratégie? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences d'une telle démonstration de puissance sur l'équilibre déjà fragile de la région? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir dans cette affaire pourrait bien changer votre perception de ce conflit. Ici, je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir, ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à les voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore, on est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les livres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur leurs tarifs. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. Ayez pitié des gens, ayez pitié de la jeunesse, ayez pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces villageois-là pour que quand le soleil tombe, eux ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse. Ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas cette vérité. C'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais. Ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même.
et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi et Inch'Allah on va y arriver. Je regarde sur mes fidèles compagnons. Vous avez bien dit fidèles. Ils sont fidèles. Donc ne vous en faites pas. La particularité entre moi et mes compagnons, c'est que la guerre n'est pas que mauvaise. La guerre est très bien. Ça permet d'unir le combattant. Donc, à travers la guerre, on a vécu beaucoup d'épreuves du feu ensemble. On a vécu la mort ensemble plusieurs fois. Ça unit beaucoup plus que tout. Donc, c'est ça le plus important. Donc, soyez sûrs que on a côtoyé une fois la mort ensemble. Ça, c'est le lien le plus fort qui puisse exister. Ce qui peut facilement faire trahir, c'est l'argent. Et c'est ce volet duquel il faut faire très attention. J'ai une prière souvent que j'aime faire et que je continue de faire, surtout de ma position actuelle. Parce que je ne comprends pas souvent certaines personnes qui n'arrivent pas à aider d'autres. J'aime prier et j'aime dire que si Dieu doit me donner 1 milliard, tout le monde veut l'argent, tout le monde veut la fortune. Voilà pourquoi on cherche à travailler. Mais si Dieu doit me donner 1 milliard de francs et que je ne peux pas donner 50 millions à un jeune pour l'aider à faire quelque chose, s'en sortir, je prie Dieu qu'il ne me donne pas ce milliard-là. Nous importons, les paysans n'arrivent pas à payer l'engrais. Pourtant, nous pouvons le faire. Qu'ont-ils fait pour que le prix du ciment baisse? Parce que le calcaire qui sert à fabriquer les clinkers pour le ciment, nous l'avons au Burkina Faso. Qu'ont-ils fait pour cela? Doivent-ils encore venir berner quelqu'un? Devons-nous continuer à citer tout ce qu'ils pourraient faire, qu'ils n'ont pas fait? Je dis et je le répète, ces sacs d'argent qui continuent de rentrer dans les universités, prenez, c'est votre argent. Prenez, pillez, ne les laissez pas repartir avec. C'est votre argent, prenez et pillez. Ces individus ont cru que la politique hitlérienne pouvait marcher jusqu'à l'infini. Non. Il s'agissait donc de plumer cette jeunesse, de tout faire pour qu'elle reste pauvre dans la mendicité. De sorte que lorsque vous lui tendez un billet de 5 000 francs, il n'a pas le choix que de suivre et de se taire. Et au moment donc venu, on les utilise comme on veut. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques heures de cela, on a malheureusement troublé vos sommeils paisibles de la ville de Ouagadougou par le bruit des armes. Nous nous en excusons beaucoup. On ne le souhaite pas, on ne l'a jamais souhaité, mais c'est aussi les circonstances de la vie comme ça. Donc, nous vous présentons nos excuses à vous et à tous les Ouagavillois pour le bruit des armes ces 2 jours. Cela est arrivé parce que certaines choses ne fonctionnent pas bien, que nous avons constaté et que nous allons aussi vous dire ici. On a l'art de toujours rejeter la faute sur l'autre au Burkina. Je crois que la plupart de vous ici sont plus anciens que moi. Donc ce que je vais vous dire, c'est que il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. En attendant d'avoir les points précis prochainement sur les différents ministères pour examiner un à un,
Je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider. Ce que vous venez d'entendre montre bien à quel point la situation suscite déjà des réactions contrastées. Sur le terrain, les premiers témoignages parlent d'un déploiement impressionnant, presque irréel. Des habitants évoquent le passage de convois interminables, des engins lourds traversant des zones habituellement calmes, créant un mélange de fascination et d'inquiétude. Certains parlent d'une démonstration de force nécessaire, d'autres redoutent une escalade incontrôlable, car derrière cette opération, il y a une réalité que beaucoup préféraient ignorer. La guerre au Sahel est entrée dans une nouvelle phase. Une phase où l'État décide de reprendre le contrôle par tous les moyens. Dans les bases militaires, l'ambiance aurait changé du tout au tout. Des ordres donnés dans l'urgence, des unités repositionnées et surtout une coordination qui laisse penser que cette opération a été minutieusement préparée en amont. Rien ne semble laissé au hasard. Les zones ciblées ne sont pas choisies au hasard non plus. Elles correspondent à des points stratégiques, des axes de circulation essentiels pour les groupes rebelles. En frappant ces zones, le message est clair. Couper les lignes, isoler, affaiblir. Mais cette stratégie comporte aussi des risques, car en face, les groupes armés ne sont pas désorganisés. Ils connaissent le terrain, ils s'adaptent rapidement, et ils ont déjà prouvé par le passé leur capacité à répondre de manière imprévisible. À mesure que les heures passent, les images continuent d'affluer. Des vidéos amateurs circulent, montrant des colonnes de véhicules militaires avançant sous un ciel chargé de poussière. Le bruit des moteurs, le martèlement des blindés sur les routes, tout contribue à créer une atmosphère de tension extrême. Dans certaines localités, les populations se terrent, attendant de comprendre ce qui va suivre. D'autres observent, silencieux, conscients d'assister à un moment charnière. Mais au-delà du terrain, c'est aussi dans les capitales étrangères que l'inquiétude monte. Car un tel déploiement ne passe pas inaperçu. Il envoie un signal fort, non seulement aux groupes rebelles, mais aussi à tous les acteurs internationaux impliqués, de près ou de loin, dans la région. Certains analystes parlent déjà d'un tournant stratégique majeur. Une manière pour le pouvoir en place d'affirmer son indépendance, de montrer qu'il peut agir sans attendre l'aval de partenaires extérieurs. Et c'est précisément ce point qui semble déranger. Cette opération ne se limite pas à un simple affrontement militaire. Elle s'inscrit dans une logique plus large, presque politique, où chaque mouvement, chaque décision est observée, analysée, interprétée. Sur le terrain, les premières confrontations auraient déjà eu lieu. Des échanges de tirs, des positions attaquées, des replis stratégiques. Rien de totalement confirmé, mais suffisamment de signaux pour comprendre que la situation est en train de s'intensifier. Et dans ce contexte, la présence de plus de 400 blindés et mortiers change totalement la donne. Cela signifie une capacité de frappe accrue, une mobilité renforcée et surtout une volonté d'en finir rapidement. Mais c'est aussi un pari risqué, car une telle concentration de moyens attire l'attention. Elle peut provoquer des réactions en chaîne, des repositionnements inattendus du côté des groupes armés, voire même des ingérences extérieures indirectes. Puis vient le moment où tout bascule. Une information commence à circuler, d'abord timidement, puis de manière de plus en plus insistante. Une percée aurait été réalisée dans une zone considérée jusque-là comme imprenable. Si cela se confirme, cela signifie que la stratégie mise en place porte déjà ses fruits. Mais cela signifie aussi que les groupes rebelles pourraient être acculés, poussés à réagir de manière plus radicale. Et c'est là que la situation devient particulièrement volatile. Car dans ce type de conflit, chaque victoire peut entraîner une réaction disproportionnée. Les réseaux sociaux s'enflamment, les interprétations se multiplient, et chacun tente de comprendre ce qui est réellement en train de se jouer. Je suis Ibrahim Traoré, né en 1988 à Bondokoui, dans la province de Moun, au Burkina Faso. Un coin modeste. Une enfance simple, mais très tôt, j'ai compris que le silence des armes ne veut pas dire la paix. On grandit vite là-bas. On apprend à écouter, à observer, à ne pas rêver trop fort. Mais moi, j'avais un rêve. Servir, défendre, comprendre. J'ai étudié à Ouaga, puis j'ai rejoint l'armée. Non pour les galons, mais pour voir la vérité en face. Et la vérité, elle brûle. Envoyé au nord, j'ai vu ce que d'autres refusent de regarder. Des villages oubliés, des enfants sans école, des familles abandonnées. Et au milieu de tout ça, des hommes qui tiennent debout. Malgré tout, je n'ai pas pris le pouvoir, je l'ai arraché au vide. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays à genoux quand le peuple, lui, se bat debout. 30 septembre 2022, il fallait choisir la peur ou le courage. J'ai choisi le courage et le peuple m'a suivi. À vous, mes frères et sœurs africains, on vous fera croire que c'est impossible.
Il faut attendre des sauveurs. Mais écoutez-moi bien, personne ne viendra nous sauver, pas l'Occident, pas les anciens empires. Notre avenir, c'est à nous de le reconstruire, bloc par bloc, rêve par rêve, larme par larme. J'ai 34 ans et je porte les rêves d'un peuple, mais ce rêve ne m'appartient pas. Il est à nous. Le capitaine Ibrahim Traoré a encore frappé fort. Récemment, dans un discours, le capitaine avait dit que le Burkina n'est pas dans une démocratie, mais dans une révolution. Que le peuple burkinabé prenne conscience de cette lutte patriotique. Après, 3 journalistes ont voulu défier le capitaine. Que la révolution ne le concerne pas, eux, ils sont dans la démocratie. Donc, ils ont relayé une information qui critiquait le régime en place. Et après, le capitaine a dit, hein, c'est vous qui cherchez à me défier. Ah, venez, faut venir. Vous allez voir. Pendant une semaine, on cherche les journalistes. Les journalistes portés disparus. On ne les voit pas. Pas bon, pas mon anaté. Une semaine après, les journalistes réapparaissent en tenue militaire avec un autre discours. Oh, on ne critique pas le pouvoir comme ça, juste pour critiquer. Avant de critiquer, il faut aller sur le terrain, à la source des informations et tout. Et, mon capitaine, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Aïe, Adama.